Les brutes tourmentent une fille. Elle appelle. Et un hélicoptère du FBI atterrit à l'école. La voiture glissait sur la route, un murmure de pneus sur l'asphalte, tandis que le paysage se déployait en nuances de vert et d'ocre. Ava, 13, 15 et une âme qui portait déjà le poids d'innombrables recommencements, observait le monde défiler par la fenêtre. Washington, D.C. Le nom sonnait comme une promesse de paix, un refuge bucolique avec ses maisons aux clôtures blanches et ses jardins impeccables. Mais pour Ava, chaque nouvelle ville n'était qu'une nouvelle scène pour la même pièce, celle de l'étrangère, de la fille qui arrivait et inévitablement repartait. Sa mère, Suzanne, une infirmière aux mains guérisseuses et un sourire qui tentait de dissimuler sa propre épuisement, conduisait en silence. Le déménagement à Washington, D.C. n'était pas un choix, mais une imposition, une opportunité de travail irréfutable dans un hôpital local, un nouveau départ que Suzanne espérait enfin stable. Le père d'Ava, il était en mission, comme toujours. Une phrase vague, un voile de mystère qu'Ava avait appris à ne pas questionner, à ne pas partager. Son père, l'agent John Peterson, était une ombre constante dans sa vie, une présence puissante mais distante, qui se manifestait par des appels courts et énigmatiques et par la certitude qu'il était toujours en train d'observer. Le nouveau foyer était une maison modeste mais confortable, dans un quartier où le silence était presque palpable. Trop de silence, pensa Eva. Un silence qui semblait cacher des secrets, pas seulement la paix. Elle avait déjà déménagé 3 fois au cours des 5 dernières années. Chaque école, un nouveau défi. Chaque adieu, une cicatrice. Sa mère savait sans qu'un mot ne soit prononcé le fardeau qu'Eva portait. Le lundi matin arriva avec la promesse d'un soleil timide. Ava enfila l'uniforme de la BH School, un blazer bleu marine et une jupe à carreaux qui semblait crier « Nouvelle » et descendit pour le petit déjeuner. Suzanne l'attendait avec une tasse de thé fumante et un regard qui tentait d'insuffler du courage. « Tout ira bien, mon amour. Sois juste toi-même. » Ava hocha la tête, la gorge nouée. Être moi-même était le problème. Elle était calme, observatrice avec un monde intérieur trop vaste pour les couloirs étroits d'une nouvelle école. La BH School était imposante, avec ses briques rougeâtres et ses hautes fenêtres. Ce n'était pas le climat qui la rendait froide, mais l'atmosphère. Une aura de jugement planait dans l'air et les regards des élèves, comme des faisceaux laser, balayaient chaque nouvel arrivant. Quand Eva entra, accompagnée par la secrétaire de direction, tous les yeux se tournèrent vers elle. Un silence pesant tomba sur le hall, brisé seulement par l'écho de ses propres pas. « Voici Ava Peterson, notre nouvelle élève de 8e année. J'espère que vous l'accueillerez bien, » dit la secrétaire, sa voix un peu forcée, avant de la laisser à la porte de la salle. Ava entra, sentant le poids de chaque regard. Il n'y eut pas de sourire, pas de bonjour. Juste des chuchotements étouffés comme le bruissement de feuilles sèches. Elle trouva un pupitre vide au fond de la salle, un refuge temporaire. Elle fit semblant de ne pas remarquer les regards, la curiosité mêlée à quelque chose de plus sombre. Pendant le cours, elle tenta de se concentrer, mais la sensation d'être une pièce déplacée était accablante. Quand elle leva la main pour une question, le professeur se contenta de pointer le tableau, sans même détourner le regard. C'était comme si elle était invisible, ou pire, une gêne. À la récréation, Eva se réfugia dans le coin le plus éloigné de la cour, son déjeuner intact. Elle observait les groupes se former, les rires, les étreintes. Tous semblaient avoir leur place définie, leur tribu. Elle n'appartenait à aucune. Mais ce n'était pas grave, elle avait déjà vécu cela. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à la BH School, l'indifférence n'était que le prélude. Les premiers jours furent une danse délicate de discrétion. Eva arrivait à l'heure, rendait ses devoirs, évitait le contact visuel prolongé. Mais même son calme semblait être une offense. C'était comme si sa simple présence perturbait l'ordre établi. Le 3e jour, en arrivant en classe, elle remarqua le message griffonné sur son pupitre avec un marqueur permanent. « Retourne dans ton trou ». Elle passa la main dessus, essuya avec la manche de son sweatshirt, s'assit. Elle fit semblant de ne pas voir, mais elle sentit. L'encre, bien qu'effacée, semblait brûler sous ses doigts. Pendant les cours, quand elle tentait de participer, les rires venaient. Pas fort, mais suffisamment pour qu'elle les perçoive, comme des piqûres d'aiguille. Un jour, elle demanda une gomme à emprunter.
et la fille à côté fit semblant de ne pas entendre, les yeux fixés sur son cahier. Au déjeuner, l'exclusion devint encore plus explicite. Ava s'approcha d'une table où deux filles discutaient animément. « Salut, je peux m'asseoir ici ?» demanda-t-elle, la voix infilée. Elles se regardèrent, un sourire malicieux aux lèvres. L'une d'elles, une blonde aux yeux froids, répondit « Oh, désolé, c'est déjà réservé. » Pour quelqu'un qui appartient vraiment ici, Ava regarda autour d'elle. La table était vide. Elle se contenta d'acquiescer, le cœur serré, et s'éloigna, s'asseyant seule une fois de plus. Avec le temps, elle cessa d'essayer. Les regards devinrent plus lourds, non pas de curiosité, mais de scrutin, de jugement, des sourires moqueurs, des commentaires chuchotés quand elle passait. Et personne ne faisait rien, ni les camarades, ni les professeurs, ni la direction. C'était un silence complice, une permission tacite pour la cruauté. Ava rentrait chez elle et disait que la journée avait été normale. Suzanne, épuisée par son service, souriait et disait qu'elle était fière. Mais la nuit, dans sa chambre, Eva écrivait, non pas dans un journal ordinaire, mais dans un carnet à couverture sombre, avec des pages numérotées et une écriture minutieuse. Chaque geste, chaque mot, chaque silence. Elle ne voulait pas de problème, ne voulait pas paraître faible. Elle voulait juste que quelqu'un remarque, que quelqu'un fasse quelque chose. Mais personne ne faisait rien. Et c'est là qu'elle commença à comprendre qu'à la BH School, la solitude pouvait être plus cruelle que n'importe quelle offense. Et le pire, elle le savait, était encore à venir. La 3e semaine, Eva avait déjà cartographié les visages. Elle ne connaissait pas tous les noms, mais elle reconnaissait les groupes. Surtout ce groupe. Ils n'étaient pas seulement populaires, ils étaient la royauté de Washington, D.C. Des enfants de fermiers influents, d'hommes d'affaires locaux, des gens qui fréquentaient les mêmes clubs exclusifs et se déplaçaient dans les couloirs avec la confiance inébranlable de ceux qui savent qu'ils sont au-dessus de toute conséquence. Au centre de cet univers gravitait Ethan Walker, le fils du directeur de l'école. Blond grand avec un regard de supériorité qui ne vacillait jamais. Quand il riait, les autres riaient. Quand il lançait un regard désapprobateur, tous l'imitaient. Ethan était le genre d'élève qui pouvait oublier un devoir, manquer de respect à un professeur, ou sécher les cours sans subir la moindre réprimande. Ava remarqua qu'il l'observait depuis le premier jour, non pas avec intérêt, mais avec une étrange fixation, comme quelqu'un qui étudie une anomalie. Dans le couloir, il passait et chuchotait, la voix basse, mais chargée d'une ironie mordante. « Fais attention à ne pas te perdre, la nouvelle. Cet endroit n'est pas pour les faibles. » Les mots étaient calculés, suffisamment cruels pour blesser, mais assez subtils pour être déguisés en blague. Ses amis riaient. L'un d'eux, un garçon corpulent nommé Noah, alla jusqu'à faire tomber le cahier d'Ava de son pupitre pendant le cours. Quand elle se baissa pour le ramasser, le professeur l'ignora complètement. « Lève-toi et retourne à ta place », fut tout ce qu'il dit. En sortant, Eva trouva son casier ouvert, les livres déplacés. Rien n'avait été volé, mais le message était clair. Il pouvait entrer, il pouvait envahir son espace, il pouvait faire ce qu'il voulait. Elle essayait de ne pas réagir, rangeait tout. Le regard d'Ethan, les chuchotements de Grace et Lily, deux filles qui faisaient constamment des blagues déguisées à la cantine, les rires étouffés quand elles passaient. Un après-midi, en cours, de sciences, Ethan s'approcha avec un sourire moqueur et chuchota « Tu devrais nous remercier, on pourrait faire bien pire ». Eva se figea. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle baissa simplement les yeux, ravala sa colère et nota cette phrase dans son carnet sombre. Cette nuit-là, elle commença à enregistrer des audios sur un petit enregistreur numérique, décrivant tout. Ce n'était pas pour poster, ni pour montrer. C'était pour garder. Parce qu'au fond, elle savait qu'un jour quelqu'un devrait écouter. Mais jusque-là, elle était seule. C'était un mercredi pluvieux quand Eva sentit que quelque chose était différent. Ce n'était pas seulement le temps, c'était la façon dont les élèves la regardaient dans le couloir. Il y avait un air d'anticipation, comme s'ils attendaient que quelque chose se produise. À l'heure de la récréation, Eva se dirigea vers la cantine avec ses écouteurs, essayant d'étouffer les regards. Mais dès qu'elle entra, elle réalisa que son plateau de déjeuner n'était pas là où elle l'avait laissé. Elle regarda autour d'elle, cherchant. Puis elle vit Ethan. Il riait, tenant son plateau d'une seule main comme un trophée. « Tu as perdu quelque chose, la nouvelle ?» dit-il.
avant de laisser le plateau glisser lentement sur le sol. La nourriture se répandit, des rires éclatèrent, des téléphones portables apparurent, filmant. Mais personne ne fit rien, pas même les professeurs qui étaient à proximité. L'un d'eux se contenta de regarder, puis tourna la tête et continua de manger. Ava resta immobile une seconde, respira profondément et s'éloigna sans dire un mot. Dans les toilettes, elle s'enferma dans l'une des cabines. Elle ne pleura pas. Elle posa simplement sa tête sur le carrelage froid et resta là, essayant de comprendre pourquoi il était si facile pour les gens d'ignorer ce qu'ils voyaient. Les jours suivants, les provocations s'intensifièrent. Mais le pire n'était pas ce qu'ils faisaient, c'était ce qu'ils ne faisaient pas. Des professeurs levant les yeux au ciel, des employés riant avec eux, des élèves faisant semblant de ne pas voir. Une fois, elle arriva en classe et trouva le tableau avec la phrase « Les gens comme toi ne durent pas ici ». Le professeur d'histoire entra, lut cela, effaça et commença le cours comme si c'était juste un mardi ordinaire. Ava commença à tout enregistrer. Elle cachait l'enregistreur dans la poche de sa veste et enregistrait des conversations, des commentaires, même le son des rires. Elle ne voulait pas de vengeance, elle voulait des preuves. Parce qu'au fond, elle savait déjà, si elle en parlait à quelqu'un, on dirait qu'elle exagérait. Un soir, assise sur son lit, elle écrivit dans son carnet « Le plus douloureux, ce ne sont pas les mots, c'est le silence de ceux qui voient et choisissent de ne rien faire. » Et même en ce moment de solitude, elle croyait encore que quelqu'un, un jour, ferait ce qu'il faut. Elle n'imaginait juste pas qui ce serait. Le vendredi de cette même semaine, Ava se réveilla avec une sensation différente dans son corps. C'était comme si la fatigue n'était plus seulement physique. Elle était émotionnelle, spirituelle. Elle n'espérait plus que la journée serait bonne. Elle ne croyait plus que quelqu'un changerait d'attitude. Mais malgré tout, elle alla à l'école. Parce qu'abandonner n'était pas une option. La journée semblait se dérouler comme les autres, jusqu'à ce que, pendant la deuxième récréation, elle se rende à son casier pour prendre un livre pour le prochain cours. En ouvrant la porte métallique, elle sentit quelqu'un s'approcher par derrière. En quelques secondes, elle fut poussée avec force à l'intérieur du placard à matériel de nettoyage, au bout du couloir latéral, où presque personne ne passait. La porte se referma avec un fracas, verrouillée, silence total. À l'intérieur, l'espace était étroit, sombre, avec une odeur de produits de nettoyage et de moisis. Eva frappa à la porte, tenta de forcer la poignée. « Hé, il y a quelqu'un ? Ouvrez la porte !» cria-t-elle, la voix défaillante. Personne ne répondit. Le temps passa lentement. Les minutes semblaient des heures. Elle s'assit sur le sol, froid les bras autour de ses propres jambes. Dans l'obscurité, elle sentait son cœur battre dans son cou. Elle ne pleura pas, mais elle trembla. Le son de la vie en dehors de ce placard. Des pas pressés, des voix lointaines. La sonnerie du prochain cours. Tout semblait loin, comme si elle n'existait pour personne là-bas. Ce n'est que lorsqu'une femme de ménage passa dans le couloir, réentendit un léger bruit venant de la porte qu'elle l'ouvrit. « Qu'est-ce que tu fais là-dedans, ma petite ?» Ava sortit en titubant, en sueur pâle, le regard vide. C'était sans faire exprès, mentit-elle. Au cours suivant, personne ne parla de l'incident, ni les élèves, ni les professeurs. Mais elle savait. Ils savaient. À la fin de la journée, en rentrant chez elle, Eva alla directement dans sa chambre. Elle s'assit sur son lit, sortit son téléphone de sa poche et fixa l'écran pendant quelques secondes. Elle respira profondément. Pour la première fois depuis des semaines, elle fit quelque chose qu'elle évitait depuis le début. Elle composa un numéro. Elle attendit. De l'autre côté, une voix ferme répondit « Salut, ma fille. »« Papa, c'est arrivé encore. » Une pause. De l'autre côté, le silence était différent, chargé d'une tension contenue. « Où es-tu maintenant ?»« Dans ma chambre. Je vais bien. Je vais régler ça. Plus de questions. Pas de panique. Juste la certitude. » Ava raccrocha. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un soulagement différent. Elle n'avait aucune idée de ce que son père prévoyait, mais quelque chose en elle disait « Les choses vont changer ». L'appel dura moins de 30 secondes, mais ce fut suffisant. À des centaines de kilomètres de là, dans un complexe discret et sans identification apparente, l'homme qui avait répondu à l'appel d'Eva se leva de sa chaise en silence. Son nom était John Peterson, mais dans l'environnement où il opérait, il était connu uniquement sous le nom de Le Gardien.
Depuis plus de 2 décennies, Peterson consacrait sa vie à la sécurité nationale, un expert en opérations tactiques et en renseignement, habitué à gérer des menaces que peu de gens imaginaient. Sa routine était un labyrinthe d'informations classifiées, de missions à haut risque et de décisions où chaque seconde comptait. Mais cet après-midi-là, la menace était différente. Elle était personnelle. Alors qu'il observait un moniteur, affichant des images satellites en temps réel, il retira discrètement son écouteur. La pièce, auparavant remplie du bourdonnement constant des ordinateurs et du murmure des voix, sembla se figer. « C'est arrivé encore », dit-il, la voix basse mais avec une gravité qui fit approcher un agent plus jeune. « Avec votre fille, gardien ». Peterson se contenta d'acquiescer. Il n'y eut pas de cris, pas de discussion, pas de menaces vides, juste une détermination froide et inébranlable. Il se dirigea vers une petite pièce réservée, un sanctuaire d'intimité au milieu du chaos, contrôlé de l'agence. Il ferma la porte d'un clic doux et prit son téléphone personnel. En quelques touches, il accéda à un groupe de messages cryptés privés. Il tapa « Extraction scolaire »,« Lieu, Washington DC »,« Protocole 7 »,« Discrétion »,« Absolue »,« Priorité alpha ». Ensuite, il appela l'un de ses plus anciens contacts, une voix qu'il connaissait depuis des années, forgée lors d'innombrables opérations conjointes. « J'ai une affaire personnelle. J'ai besoin d'un transport aérien rapide. Confidentialité totale. » De l'autre côté, un instant de silence, une pause qui sembla durer une éternité. Puis la réponse, concise et sans question, « Compris. Je vous rejoins à la base dans 40 minutes. » Peterson regarda sa montre. Il troqua son costume sombre contre une veste tactique sans identification, rangea son téléphone dans un compartiment scellé et prit une petite mallette. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement des documents, mais des enregistrements, des images, des audios, des preuves silencieuses que sa fille, avec une perspicacité qui le remplissait de fierté et d'inquiétude, avait envoyées stratégiquement depuis le premier jour d'école. Oui, il savait, il a toujours su. Mais Ava avait demandé « Papa, laisse-moi essayer seul ». Il avait respecté, jusqu'à présent. Sur la piste d'atterrissage réservée, un hélicoptère noir, imposant et sans insigne, attendait déjà. Le bourdonnement constant des hélices semblait un présage. Peterson monta à bord, le regard fixé sur l'horizon. Dans son esprit, une seule phrase résonnait, claire et non négociable. « Si l'école ne la protège pas, je le ferai. » Le mardi matin, la routine à la BH School suivait son cours habituel. Les groupes se formaient dans la cour. Les conversations tournaient autour des mêmes sujets triviaux, et Ava, comme les autres jours, marchait seule dans le couloir central. Mais à l'intérieur, quelque chose en elle était différent. Il n'y avait pas de peur. Il n'y avait pas d'attente anxieuse. Il y avait la certitude. Depuis l'appel avec son père, un calme s'était installé dans sa poitrine. Elle savait qu'il viendrait. Non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce qu'il avait toujours su le bon moment pour apparaître. Pendant que les cours se déroulaient normalement, un son lointain commença à se répandre dans le ciel de Washington DC. Au début, un bourdonnement grave, rythmé, presque imperceptible. Mais au fil des secondes, le son devint plus proche, plus fort. Les fenêtres des salles de classe commencèrent à vibrer. Les élèves se regardèrent, curieux. « C'est quoi ce bruit ?» chuchota quelqu'un. « On dirait un hélicoptère. C'est de l'hôpital peut-être. » Le son augmentait, se transformant en un rugissement assourdissant. Certains coururent au A. Fenêtre, les yeux écarquillés. Des professeurs sortirent des salles pour voir ce qui se passait. Sur le terrain de football, les feuilles commencèrent à tourbillonner, poussées par le vent provoqué par les hélices. Un hélicoptère noir, imposant, sans marques apparentes, descendait avec une précision chirurgicale dans la cour de l'école. Pas de sirène, pas d'alarme, juste une présence écrasante. Dans le bureau du directeur, le directeur Daniel Walker, père d'Ethan, se leva de sa chaise, le visage pâle. « Que quelqu'un me dise tout de suite ce qui se passe », exigea-t-il, la voix étranglée. Des employés couraient de tous les côtés. Le coordinateur académique tenta d'appeler la police locale, mais la ligne semblait encombrée. Personne ne savait qui était à bord de cet appareil, mais tous sentaient que c'était grave. Quand l'hélicoptère toucha le sol, 2 portes s'ouvrirent. Une seule silhouette en descendit. John Peterson, sans ostentation, sans escorte visible, sans uniforme officiel. Il portait une veste sombre, un jean,
et un regard que personne n'osait affronter longtemps. Il marcha d'un pas ferme vers l'entrée principale de l'école, une aura d'autorité silencieuse l'enveloppant. Ava le vit de loin, arrêté près de la fontaine à eau. Ses yeux se remplirent de larmes contenues, non pas de tristesse, mais d'un soulagement profond et accablant. Elle savait. À partir de là, elle n'était plus seule. Peterson entra par la porte principale de l'école sans hâte. Ses pas résonnaient dans les couloirs maintenant silencieux. Professeurs, élèves et même les surveillants observaient, paralysés. Certains essayèrent de comprendre ce qui se passait. D'autres sentaient simplement le poids de la présence de cet homme. Dans le hall central, Eva l'attendait. Elle était immobile, calme, les yeux fixés sur lui, comme si le temps s'était arrêté. Quand son père s'arrêta devant elle, pendant une seconde, ils restèrent là en silence. Elle voulait sourire, elle voulait courir, mais elle ne pouvait que le regarder, comme pour dire « Tu es venu ». Il tendit les bras, et elle se jeta dans son étreinte, le genre d'étreinte qui contient tout ce que les mots ne peuvent exprimer. Derrière, quelques élèves observaient, sans trop comprendre, mais ceux qui assistaient à cette scène le sentaient. C'était comme si une force invisible venait de s'installer là. Peu après, la secrétaire de direction apparut, nerveuse. « Monsieur, le directeur vous attend, mais il a demandé que vous vous identifiez, s'il vous plaît. » Peterson leva un petit étui en cuir et montra une carte d'identité. Il n'y avait pas de logo imprimé, pas de couleur vive, juste le blason fédéral. Et un nom, John D. Peterson, unité des opérations stratégiques. La femme écarquilla les yeux. Un instant, s'il vous plaît. En moins de 2 minutes, Peterson était dans le bureau du directeur avec Eva à ses côtés. Daniel Walker, visiblement déconcerté, tentait de garder son calme. « Monsieur Peterson, écoutez, je n'ai pas été informé que votre fille rencontrait des problèmes aussi graves ici. Si j'avais su plus tôt, certainement, » Peterson l'interrompit d'une voix ferme et basse qui coupait l'air comme une lame. « Vous saviez, plusieurs fois. Vous avez juste choisi de ne rien faire. » Il ouvrit la mallette en cuir et posa sur la table une série de preuves, des captures d'écran de messages anonymes envoyés à Eva, des audios d'insultes enregistrés en classe, des images du pupitre, griffonnés, des enregistrements discrets faits par elle dans le couloir et dans les toilettes, un rapport signé d'une psychologue qui l'avait suivi ces dernières semaines, décrivant les impacts émotionnels de l'environnement scolaire. Le directeur lut en silence. Le poids de ce qui était là était incontestable. Cela aurait pu être résolu par une conversation, Monsieur Peterson. Je crois qu'amener un hélicoptère fédéral a été une exagération. Peterson le regarda dans les yeux, l'intensité de son regard presque palpable. Savez-vous quelle a été l'exagération, monsieur le directeur? Laisser un enfant souffrir. Pendant des semaines, pendant que des adultes faisaient semblant de ne pas voir, un silence pesant tomba sur la pièce. Eva resta ferme. À aucun moment elle n'éleva la voix, ni ne pleura. Elle observait simplement tout avec un regard calme. C'était comme si, enfin, quelqu'un lui avait rendu sa voix sans qu'elle ait besoin de crier. Le directeur tenta d'argumenter, mais Peterson s'était déjà levé. « Je ne suis pas venu demander une faveur. Je suis venu garantir ce à quoi elle a droit, respect, sécurité et dignité. » Il prit la main de sa fille et sortit, laissant sur la table des copies de toute la documentation. Il n'y eut pas d'applaudissements, il n'y eut pas de scandale, juste une certitude. À partir de ce jour, tout changerait. Le lendemain matin, le ciel était clair, mais l'ambiance à la BH School était dense. La présence d'un hélicoptère, atterrissant dans la cour de l'école la veille, était encore sur toutes les lèvres, mais personne ne parlait fort, personne n'osait faire de blagues. C'était comme si un nouveau code silencieux s'était instauré à l'intérieur. Eva entra par les mêmes portes, portait le même sac à dos, les mêmes pas. Mais maintenant, les regards n'étaient plus de mépris. Ils étaient de doute, de respect, contenus et pour certains, d'une peur palpable. Elle sentit le poids différent dans l'air. Pour la première fois, les chuchotements ne l'atteignaient pas comme des flèches. Maintenant, ils semblaient se cacher derrière les portes. Les brutes qui se moquaient d'elle dans le couloir changèrent de chemin. Ethan, le chef du groupe, n'apparut pas ce matin-là. On disait que c'était un congé volontaire, mais personne ne commenta la raison et tout le monde savait. La coordinatrice pédagogique commença à circuler dans les salles, observant discrètement le comportement des élèves.
Les surveillants furent invités à surveiller les récréations avec plus d'attention. Et, sans aucune annonce formelle, une série d'affiches commencèrent à apparaître sur les tableaux d'affichage de l'école. Le respect ne se discute pas, il se pratique. Le silence de celui qui voit blesse aussi. La dignité n'est pas un privilège, c'est un droit. Letty, mots résonnaient, mais plus que cela, les gestes changèrent. À l'heure du déjeuner, une fille de 9e année, aux cheveux bruns et aux yeux curieux, tira une chaise à côté d'Ava à la cantine. « Salut, je peux m'asseoir ici ?» Ava se contenta d'acquiescer, un léger tremblement dans les mains. La fille resta là en silence, sans forcer une conversation, juste une présence discrète. Elle ne voulait pas paraître forcée. Elle voulait juste, d'une certaine manière, être proche. Dans le couloir, un garçon plus jeune laissa tomber son sac à dos. Eva l'aida à ramasser les cahiers. Il sourit, un sourire sincère, et dit « Merci ». Cela semblait peu, mais dans cette école, c'était un nouveau départ. Au dernier cours de la journée, la professeure de littérature fit l'éloge d'un poème qu'Ava avait rendu la semaine précédente. Sensible, vrai et courageux comme l'auteur, dit la professeure avec un regard qui rencontra celui d'Eva. Ava ne sourit pas ouvertement, mais ses yeux brillèrent discrètement. Qu'est-ce qui avait changé? Rien dans la structure, tout chez les gens. Eva ne devint pas populaire, ne chercha pas à l'être. Elle devint simplement ce qu'elle avait toujours mérité d'être, respectée. Et même sans dire un mot sur ce qui s'était passé, tout le monde comprit une chose. Elle n'était plus seule. Cette nuit-là, assis sur la véranda de la maison, père et fille partageaient un silence qui disait tout. L'hélicoptère était déjà retourné à la base. Les agents avaient repris leurs fonctions. Mais la présence de John restait là, solide et réconfortante. Il regardait le jardin, buvant un simple café. Ava, à côté, tripotait les lacets de ses baskets, pensive. « Papa, commença-t-elle, la voix calme, presque un murmure. Pourquoi n'as-tu pas fait de ça un scandale? Pourquoi n'as-tu pas appelé la presse? N'as-tu rien posté sur les réseaux? N'as-tu rien dit à personne ?» John réfléchit un instant, les yeux fixés sur l'horizon, comme s'il cherchait la réponse dans les étoiles. « Parce que tu n'as pas besoin que le monde entier sache ce que tu as vécu, Eva. Tu avais juste besoin que quelqu'un croie en toi et s'en occupe comme il se doit. » Elle le regarda en silence. C'est là qu'elle comprit ce que son père avait fait. Il ne s'agissait pas de montrer une force brute ou un pouvoir. Il s'agissait de la protéger avec dignité, avec la discrétion, d'un gardien qui agit dans l'ombre, veillant à ce que la justice prévale sans tapage inutile. Aucun des deux ne dit plus rien pendant quelques minutes. Puis il se tourna vers elle, un léger sourire aux lèvres. « Tu vas bien maintenant ?» Elle lui rendit son sourire, un sourire léger, mais qui atteignait ses yeux. « Oui, pour la première fois. Oui. » Cette nuit-là, Eva dormit tôt. Elle dormit en paix, sans peur du lendemain, sans penser à dissimuler sa propre existence. Et quand le lundi arriva, elle se réveilla avec quelque chose de nouveau dans sa poitrine. La fierté d'être exactement qui elle était. Parfois, la justice ne fait pas de bruit. Parfois, les vrais héros ne portent pas de cape. Ils portent le courage, tiennent bon et apparaissent quand cela compte le plus. Ava n'a pas changé le monde, mais elle a changé son propre destin avec courage, dignité et un père qui n'a jamais cessé de l'écouter. Les mois passèrent. La BH School, peu à peu, commença à se transformer. Ce ne fut pas un changement radical, mais une série de petites et significatives altérations. Le directeur Walker, sous la pression silencieuse mais constante de John Peterson, qui, bien que distant, gardait un œil discret sur l'école, mit en œuvre de nouvelles politiques anti-harcèlement. Les caméras de sécurité furent révisées, les professeurs suivirent des formations sur la manière d'identifier et d'intervenir dans les situations de harcèlement. La culture du silence complice commença à se désintégrer, remplacée par une atmosphère de plus grande responsabilité. Ethan Walker, après une période de suspension et des séances obligatoires avec un psychologue, retourna à l'école, mais son aura d'intouchabilité avait disparu. Il marchait dans les couloirs la tête baissée, les yeux évitant ceux d'Eva. La hiérarchie sociale, auparavant si rigide, commença à se flexibiliser. Les groupes existèrent toujours, mais la ligne entre eux n'était plus une barrière infranchissable. Ava, quant à elle, s'épanouit. Elle ne devint pas le centre d'attention, ni ne le chercha. Mais son calme était maintenant perçu comme une
Force son observation comme une sagesse. Elle se fit des amis, peu nombreux mais vrais. La fille de 9e année qui s'était assise à côté d'elle à la cantine devint sa confidente. Le garçon qui avait fait tomber son sac à dos, un camarade d'études. Ava découvrit que la véritable acceptation ne venait pas de la popularité, mais de l'authenticité. Son carnet sombre, autrefois un dépôt de rancœur, devint un journal d'observation, de poèmes, de réflexions sur la nature humaine et la complexité des relations. L'enregistreur numérique, autrefois un outil de preuve, enregistrait maintenant les sons de la vie, les rires des amis, les murmures de la nature. John Peterson continua sa vie d'agent, ses missions secrètes et dangereuses. Mais à chaque appel avec Ava, à chaque visite, il se souvenait de ce qui importait vraiment. La protection de sa fille n'était pas seulement une mission, c'était son essence. Il lui avait appris que la force ne résidait pas dans le fait de crier plus fort, mais dans le fait d'avoir la vérité de son côté. Et Ava, à son tour, lui apprit que même le plus fort des gardiens a besoin d'une raison de se battre, et que cette raison, souvent, réside dans la vulnérabilité et la dignité de ceux qu'on aime. L'histoire d'Ava Peterson ne devint pas une légende à la BH School. Il n'y eut pas de monument ni de discours, mais l'écho de son courage et l'intervention silencieuse de son père résonnèrent dans les couloirs, changeant la vie de beaucoup, même s'ils ne connurent jamais le nom de l'hélicoptère noir qui atterrit ce jour-là. C'était un rappel subtil mais puissant, que l'obscurité du silence peut être brisée par la lumière de la vérité, et que parfois, la plus grande justice se fait sans tapage, juste avec la certitude que quelqu'un, quelque part, veille. Si cette histoire vous a touché, ne restez pas simple spectateur. Partagez cette vidéo, laissez votre commentaire et identifiez ici quelqu'un qui a besoin de croire davantage en lui-même. Rappelez-vous, chaque histoire de dépassement inspire des centaines d'autres et ensemble, nous pouvons construire un pays plus juste et égalitaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes qui inspirent et montrent que rien n'est impossible pour ceux qui n'abandonnent pas. Et rappelez-vous, votre place est une place de victoire. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire.